Alors, je scrute la salle. Alors, les étudiants sont souvent dans les gradins en haut, mais pas seulement. Vous faites passer? Il n'y a pas d'étudiants, en fait. Première question. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Ma question, c'est un thème qui vient Vous êtes où? au premier rang. Oui, ça concerne un terme. Oui, il y a un sujet d'actualité qui revient souvent, c'est les nouvelles générations de missiles hypersoniques qui redéfiniraient un peu ce que j'avais cru lire, les relations géopolitiques mondiales en rapport avec la dissuasion. Enfin, vous voulez savoir qu'est-ce que ces nouveaux missiles est-ce que ces missiles allaient nous changer peut-être l'actuel ordre mondial nucléaire? Plusieurs, oui. D'autres questions? Il y en a... Oui, là je vois une main qui se lève. L'étudiant du master, la parole est à vous. Bonjour et merci pour votre intervention. Vous avez un petit peu évoqué la question de l'OTAN et j'aimerais avoir votre avis concernant la défense européenne, étant donné les circonstances actuelles de l'OTAN, avec des tensions avec la Turquie ou par rapport à l'impulsivité des États-Unis. Du coup, si une défense européenne serait une solution comment dire, alternative, peut-être à une sortie éventuelle de l'OTAN. Donc, c'est pour avoir votre avis là-dessus. Je vous remercie. Merci. Une troisième question. Oui, devant, levez-vous. Merci. Alors, bonsoir, Monsieur Védrine. Moi, la question, ce serait par rapport à l'Europe, pour qu'elle retrouve ce statut, pour qu'elle ait ce statut de puissance, comme vous disiez. Est-ce qu'elle n'aurait pas tout intérêt aujourd'hui à se rapprocher plutôt de la Chine pour envoyer un message clair aux États-Unis en leur disant qu'aujourd'hui, les Européens ne sont plus, enfin, les États-Unis ne sont plus le seul pouvoir qui puisse aider et pas forcément protéger, mais au moins commercialement sur le début avec les nouvelles routes de la soie, l'Europe, et que la Chine peut devenir un allié potentiel de l'Europe pour pouvoir se dégager justement de cette influence culturelle et commerciale. Merci beaucoup. Donc vous pensez, vous réfléchissez au troisième round de questions et je te laisse la parole. Le missile hypersonique dont vous parlez là. Première chose, il faut savoir exactement quelle est cette arme. Bon, qu'est-ce qu'elle change? Il se peut qu'elle change la situation dans la mesure où elle périme certaines défenses, mais pas toutes. Bon, donc première chose, examen militaire détaillé. Après, la réponse est la même que pendant toutes les années de la guerre froide. Pendant toutes les années de la guerre froide, il y avait sans arrêt l'idée vraie ou inventée pour des raisons autres, disant qu'on était dépassé, supplanté, et Kennedy avait été élu sur le thème du missile GAP. L'URSS était en avant, c'était pas vrai en fait, mais lui-même le croyait un peu d'ailleurs. Bon, donc c'est ça sans arrêt, sans arrêt. Donc la seule réponse, c'est de recréer ce qui a été détruit ces dernières années et encore maintenant, un cadre de discussion sur la question de la sécurité, qui commence par la sécurité en Europe. La vieille CSCE, qui était une invention géniale, est une idée formidable de la diplomatie française, d'autrefois de Jacques Andréani, je crois. Donc il faut un cadre pour discuter de ces questions. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ce missile. Il y a les forces conventionnelles, il y a les forces nucléaires autres, mais aucun des pays dont on parle, pas l'URSS, évidemment pas les pays d'Europe, ne veulent s'affronter en fait. Donc c'est une espèce d'obsession défensive, dissuasive, de gens qui se sentent menacés de partout. Cela dit, donc c'est de la paranoïa en partie. Mais comme l'a dit Woody Allen, même les paranoïaques ont des ennemis, donc il faut traiter le sujet, il faut dégonfler la paranoïa, étudier les choses. Donc il manque un cadre pour répondre à ça. Mais je ne dis pas, ah oui, ils ont un missile comme ça, il faut en faire un encore plus rapide, furtif ou ceci, cela. Non, on ne va pas se relancer là-dedans. Et les pays européens, les électeurs des pays européens ne vont jamais soutenir ce choix. Donc il faut recréer ce que les Américains ont détruit, un peu les Russes aussi, et c'est nous, Européens, qui devons faire ces propositions. Ça, c'est l'immense intérêt de la tentative que fait Emmanuel Macron. Il ne se rapproche pas des Russes. Il essaie de reconstituer un cadre pour traiter de ces questions. Et quelque part, il est complètement absurde qu'on ait plus peur de la Russie que de l'URSS.
et qu'on ait des relations plus méfiantes, plus stériles. Bon, il faut être vigilant. Défense européenne, j'en ai beaucoup parlé, en fait. Ça dépend s'il s'agit si c'est une défense européenne qui peut se substituer à la protection américaine, il faut oublier tout de suite. Aucun Européen n'en veut. Aucun Européen ne votera 1 euro de plus pour faire ça. Ça n'existe pas. Et la France, qui avait pendant longtemps dit ça, une défense européenne pour se substituer à... Bon, c'était rhétorique, mais on a abandonné cette idée dans un sommet franco-britannique à Saint-Malo, où j'étais un des moteurs, pas le moteur principal, qui était plutôt les 2 directeurs politiques anglais et français, à l'époque, par le compromis de Saint-Malo entre Chirac, Jospin et Blair, dans lequel on disait, ce qui était très intelligent, en disant la Grande-Bretagne reconnaît que l'Europe peut développer une capacité militaire sans que ça mette en péril l'Alliance Atlantique, et nous on disait on reconnaît qu'on va pousser le projet européen, mais dans le cadre général de l'Alliance. C'est la seule façon de mettre ensemble les Européens. On aurait pu aller beaucoup plus loin. On peut encore aller beaucoup plus loin, même avec la Grande-Bretagne de Johnson, qui quitte l'Union, mais pas l'Europe. Bon, sinon, encore une fois, la défense pour se substituer, ça n'a pas de sens. Par contre, en Europe, pousser les financements, les coopérations techniques et technologiques, oui, c'est très bien. On recrée une mentalité commune, ne serait que dans l'analyse des menaces, la hiérarchie, comment y répondre. Mais ça n'existe pas vraiment, en fait. Et l'inconvénient de la décision de Sarkozy, de retour dans les organes militaires intégrés, qu'il avait pris naïvement, pensant que ça allait débloquer la défense européenne, c'était tout à fait un autre sujet, c'est que c'est un peu réotanisé la pensée d'une partie des militaires français, pas tous, mais qui malheureusement souvent se sentent dispensés de refaire l'analyse stratégique. Donc on a besoin d'une capacité. Donc tout ça, moi je suis à fond pour, naturellement, mais il ne faut pas mentir aux gens, il ne faut pas dire que l'Europe va être à vue humaine, capable de se défendre par elle-même. Si on arrivait encore à faire le pôle européen sérieux avec les pays volontaires dans l'Alliance, ce serait déjà fantastique. Ce serait fantastique, pas au-delà. Puissance européenne, je ne dis pas que... D'abord, la puissance européenne, on ne l'a pas, puisque les Européens veulent y échapper. Ils pensent que c'est horrible, que c'était autrefois, que la puissance, ça ne doit pas exister. J'ai dit, ils veulent dans un monde post-tragique, post-historique. Bon, ce n'est pas le cas, mais ils ne se résignent pas à le constater. Mais il ne s'agit pas de s'allier avec la Chine. Oui, ça dépend des jours. Donc si on a une puissance européenne, elle dira, sur ce sujet, oui, très bien, je vais jouer la Chine contre le Japon, contre les États-Unis. Mais là, je vais jouer contre la Chine. Et je vais m'appuyer sur l'Inde et la Russie. Donc il ne faut pas imaginer qu'il y a une réponse globale à une alliance à cette question. Vous voyez ? Donc si c'est une puissance, eh bien, elle est pro-européenne. Elle n'est pas pro-chinoise ou pro-russe ou pro-américaine. Alors après, il faut que ce soit... Il faut bien naviguer, quoi. Alors, on prend une troisième série de questions. Deuxième. Je vous en prie. Au fond, là. Chez Ken Nicole et au fond, là-bas. Bonsoir, monsieur. Je voulais savoir, dans le cadre de la défense européenne, justement, est-ce que vous pensez qu'il est plus pertinent de l'imaginer dans le cadre de l'Union européenne ou en dehors ? Bonsoir, Monsieur Védrine. Vous avez mentionné rapidement... C'est vous là-bas ? Oui. Oui. D'accord. Sinon. Bonsoir, Monsieur Védrine. Vous avez mentionné rapidement la Chine et ses routes de la soie, ainsi que l'Afrique. Je voulais savoir, quelle vision avez-vous des relations euro-africaines dans l'échiquier mondial pour les prochaines décennies à venir ? Oui. Nicole Niesotto. Merci beaucoup. Moi, je voudrais revenir sur cette difficile prise de conscience des Européens, peut-être presque impossible prise de conscience des Européens. Parce qu'effectivement, vous l'avez bien montré, le monde change, tout change dans le monde, et la seule chose qui ne change pas, c'est cette volonté d'impuissance des Européens. Et à l'intérieur de ça, ce qui ne change pas non plus, c'est la différence française.
c'est la volonté de puissance de la France pour elle-même et pour l'Europe. Alors, la question que je pose, c'est est-ce que finalement les Européens vont y venir et rejoindre plutôt la vision française d'une nécessaire souveraineté des Européens dans ce chaos? Ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est les Français qui finalement vont rejoindre le mainstream européen, laisser tomber finalement cette revendication et peut-être revenir aussi, autre variante, à l'idée de finalement, après tout, pourquoi pas un directoire avec les Américains et les Anglais, puisque les Européens sont finalement impossibles à convaincre. Nicole, j'ai redite la fin de la question. Pour la France, il y a deux évolutions possibles. Soit elle rejoint le mainstream européen, elle laisse tomber, etc. Et elle joue sa carte nationale, qui après tout n'est pas si mauvaise. Ou alors, elle revient au directoire de 58, c'est-à-dire on ne peut rien faire avec les Européens, essayons de tenter avec les Américains et les Britanniques une nouvelle forme de gouvernance mondiale à trois. C'est original. Bon. La première question, il n'y a aucune espèce de chance et de possibilité de développer une défense européenne, à supposer qu'elle existe, je renvoie mes réponses précédentes, dans le cadre de l'Union européenne. Qu'est-ce qui m'a posé la question? L'Union européenne n'a pas été conçue pour ça. D'ailleurs, dès l'origine, les pères fondateurs étaient tous des atlantistes, Monnet, etc. Ils n'ont jamais imaginé une seconde qu'il y ait une puissance européenne ou une défense européenne. Parce que le projet n'existait que parce qu'il y avait la protection de l'Alliance Atlantique. Ce n'est pas l'Europe qui a fait la paix, c'est l'Europe qui a bénéficié de la paix. Quand on dit l'Europe, c'est la paix. L'Europe est la fille de la paix, pas la mère de la paix. Et donc, de la part des concepteurs initiaux, l'Europe n'a pas vocation à ça. C'est l'Alliance qui a vocation. Donc aujourd'hui, il en reste des traces profondes, pas en France, parce qu'il y a une ambiguïté là-dessus, mais dans tous les autres pays d'Europe. Et si vous dites que la défense européenne n'aura lieu que dans le cadre de l'Union, c'est terminé. Il n'y aura rien, il n'y aura jamais d'accord sur rien entre les 27. Même des dirigeants politiques, je ne peux pas donner le nom comme ça, mais des dirigeants politiques très pro-européens, très engagés toute leur vie, finissent par dire maintenant, là dont Trump l'a encore dit il y a 8 jours, on ne peut plus rien tirer du système européen, en fait, global. Des groupes, l'Allemagne, si on arrivait à se mettre d'accord sur tous les sujets où on a des accords, une entité à géométrie variable, peut-être. Donc non, c'est une autre voie qu'il faut employer, une autre voie qui ne soit pas antagoniste et qui permette à l'Union européenne, dans des domaines qui sont les siens et qui ne sont pas stratégiques, d'avoir une politique qui accompagne ce mouvement et qui le soutienne. Mais pas dans l'Union au sens pratique communautaire. Europe-Afrique, c'est un gigantesque sujet, mais on a déjà du mal à définir l'Europe, c'est pour ça que je dis que j'en parle pas au singulier. L'Europe, parce qu'on ne sait jamais si on parle du Parlement, de la Commission, du Conseil, etc. L'Afrique, on ne peut pas en parler au singulier, ça ne veut rien dire en fait. C'est gigantesque, il y a combien? 53, 55 pays, très différents, leurs histoires sont tout à fait différentes, leurs histoires colonisées ou pas colonisées avec les puissances extérieures sont tout à fait différentes, les influences extérieures sont tout à fait différentes, parce que toutes les puissances au monde ont une politique, pas une politique africaine globale, mais une politique en Afrique. Donc il faudrait préciser. Alors, et puis d'autre part, il y a en Afrique maintenant des pays qui ont des politiques de puissance à l'intérieur de l'Afrique, avec plus ou moins d'alliances avec d'autres, mais c'est le cas évidemment de l'Afrique du Sud, c'est le cas du Nigeria, c'était le cas pendant très longtemps de l'Algérie, et c'était le cas depuis une vingtaine d'années du Maroc. Et c'est un peu le cas de l'Éthiopie, puis après il y a le cas particulier Rwanda, Ouganda, mais c'est des politiques en Afrique, dans le cadre africain. Donc l'Europe va essayer l'Europe, l'entité européenne, l'Union européenne, va essayer de garder une relation forte, au moins commerciale, qui n'est pas garantie. Quand j'ai fait le rapport auquel Louis Gauthier faisait allusion, c'était à la demande de François Hollande et de Pierre Moscovici. J'ai fait avec Lionel Zinsou, mais c'était sur l'état de la présence française économique. D'abord, les dirigeants africains que j'ai vus à l'époque m'ont dit « Mais quel soulagement que la France arrête de se prendre la tête.
sur des choses qui leur est mal fait. On s'en fout, d'abord c'est pas vrai, et on s'en fiche. Nous, on veut une France qui soit présente, mais pas présente comme si tout était acquis. C'est ça que j'ai retenu du travail de ce groupe. On veut une France compétitive. Et c'est pas parce que c'est la France qu'on va leur donner les marchés automatiquement, pas l'inverse non plus. Mais bon, toutes les puissances sont là, donc un marché peut ne pas être donné à une entreprise française parce qu'il va être donné à une entreprise turque ou japonaise ou ceci ou cela, et la sécurité donnée aux Israéliens, enfin, il faut se battre. Donc la relation entre l'Union européenne et par ailleurs la France ou d'autres pays et l'Afrique, ça va dépendre des desiderata des pays africains. Je pense que vous pensez surtout à l'Afrique de l'Ouest, et c'est une dialectique entre les deux. Alors on va trouver comme sujet compliqué la zone franc, mais qui va devenir une zone, je ne sais plus quel est le nouveau nom, qui a été choisi, ECU, non ECO. Et alors, il y a les radicaux contestent, mais soit c'est une zone avec une monnaie d'Afrique de l'Ouest, donc ECO, qui coopère et qui garde un lien avec la France, ou alors ce lien est complètement coupé, comme le veulent les radicaux, et c'est une zone monétaire nigériane à ce moment-là. Ça, c'est les deux vraies options. Parce qu'il n'y a pas d'autre puissance qui soit capable de garantir le lien, la garantie. Enfin, on va trouver ce sujet. On va trouver la question migratoire. Je pense qu'inévitablement, les uns et les autres vont arriver à la conclusion, en Europe et ailleurs, en Afrique du Sud, en Australie, au Canada, enfin partout, ce n'est pas qu'une question européenne, que, comme l'a dit Emmanuel Macron avec courage devant le Conseil de l'Europe, pas le Conseil européen, si on n'arrive pas à maîtriser les flux, dans 10 ans, il n'y a plus de droit d'asile en Europe. Les gens ont balayé aux élections, tous les partis politiques qui ne seront pas clairs et nets sur ce point. Je ne parle pas de fermeture, je parle de gérer les flux avec les pays de départ et de transit, les flux économiques. Donc mettre fin au détournement gigantesque et très bien organisé du droit d'asile qui est utilisé pour rentrer quand même en Europe et ne plus en partir après, le remplacer par des négociations sérieuses sur la base de quotas par métier, parce que par pays ça n'a pas de sens, entre les pays de départ, de transit et d'arrivée. D'arrivée, ça suppose que les Européens arrivent à refaire collectivement un Schengen qui marche, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et si on arrive à ce résultat, qui je crois va s'imposer dans le monde entier, même en Afrique du Sud, qui se considère comme totalement envahi par les pays du sud de l'Afrique, et il y a dans la presse sud-africaine des propos beaucoup plus durs que ce que dit Marine Le Pen en France, sur l'invasion par l'immigration du sud de l'Afrique. Donc ce n'est pas qu'une question européenne. Donc je pense qu'on arrivera à ce mode de gestion qui sera quand même compliqué, en tout cas au début, et que du coup ça permettra d'assumer le maintien du droit d'asile vrai, au sens des textes d'origine. Les gens qui sont en danger vrai, parce qu'ils sont persécutés pour des raisons de race, de sexe, de religion, de politique, de guerre civile, etc. Vous voyez. Alors, ça passe par toutes sortes de batailles féroces, terribles, sur ces sujets, ne serait-ce que sur les mots et sur la pratique, mais je pense que ça s'imposera dans toutes les régions du monde où une zone est très attractive, parce que pour des raisons économiques ou de mode de vie ou de liberté, ça attire. Encore une fois, ce n'est pas que l'Europe, puisque environ les 2 tiers des mouvements en Afrique vont plutôt vers le Nigeria ou l'Afrique du Sud, un peu la Côte d'Ivoire. Mais la question se pose quand même. Donc on ne peut pas imaginer, la question qui m'était posée, c'est Europe-Afrique. On ne peut pas imaginer un avenir heureux et assez satisfaisant de la relation Europe-Afrique s'il n'y a pas une réponse à peu près correcte à ça, toujours un peu conflictuelle, mais il y aura un sommet tous les ans, tous les 2 ans, là on se battrait sur les quotas pour les étudiants, pour les hommes d'affaires, pour ceci, cela, mais il faut convaincre les opinions européennes qui croient aujourd'hui que tout ça est une vaste passoire, parce que c'est ce qu'ils voient, ils connaissent des exemples sans arrêt, que ce n'est pas tout à fait vrai, que c'est quand même en partie géré, mais que ça peut être mieux. Et ce n'est pas inatteignable, en fait, parce que tout le monde a intérêt à ça. Pas les gens qui ont pris des postures politiques sur le thème de la fermeture totale ou de l'ouverture totale, ils n'ont pas intérêt, mais c'est des positions politiques extrêmes et irresponsables. Mais tous les autres ont intérêt à ça. Et après, on retombera sur la question de base, sur le développement, c'est-à-dire que veulent les Africains. Mais ce n'est pas évident. L'aide au développement, qui était tellement importante, notamment pour les partis de gauche en Europe pendant très longtemps,
En fait, les gens ne savent pas très bien ce qu'il faut faire pour développer le Niger, par exemple. C'est quand même très compliqué, de climat, de localisation, etc. Et la Banque mondiale et les autres organisations ont changé souvent de doctrine. Pendant 10 ans, on dit qu'il faut faire des barrages partout. Après un an, les barrages, ça pose des tas de problèmes. Pas de barrages. Bon, il y a des espèces de changements, y compris dans les organismes africains d'aide au développement. Et la vérité oblige à dire que pour les opinions publiques en Europe, le côté aide était plus important que le développement. C'est des opinions tenaillées par le remords. Le passé est terrible, tout ça, bon, avec une vision un peu simplette du passé, mais le passé est terrible, donc il faut aider pour compenser. Et le développement, ça ne marche pas, mais on n'y peut rien. Bon, il faut sortir de ces phases primitives et qu'on arrive à un vrai échange dialectique avec des dirigeants, on espère, plus modernes en Afrique, mais ça progresse quand même. Ça progresse quand même. Les constitutions sont de plus en plus respectées aussi en Afrique. La preuve, quand un président veut rester plus longtemps, avant il disait ben, je reste et c'est comme ça. Voilà. Maintenant il dit non, je vais changer la constitution parce que c'est l'intérêt du pays. Vous voyez, c'est une étape. Non mais sérieusement, c'est une étape politique. On a trouvé ça dans l'histoire européenne. Donc il y a quand même une évolution qui est pas entièrement négative. Voilà, donc la relation Europe-Afrique, je suis pour qu'elle reste très vivante, mais débarrassée de tous les slogans creux. La repentance ne sert absolument à rien, c'est totalement nuisible, la repentance des Occidentaux. La démagogie des pays africains qui dénoncent l'Europe forteresse alors que tout est organisé pour que les gens y rentrent au nom de l'asile et n'en sortent plus, bon, tout ça c'est n'importe quoi. Donc il faut une relation mise à plat, courageuse, plus nette, et d'où l'intérêt, me semble-t-il, d'une grande rencontre annuelle ou bisannuelle, où ces questions seront mises sur la table avec des reproches terribles la première année, et ça deviendra un mode de gestion. Les gens demandent ça. Même un gars au Burkina ou au Tchad, il veut savoir s'il a des chances raisonnables d'aller en Europe. Est-ce que c'est intéressant pour lui ou pas? Il faut que ce soit quand même, faut que ce soit bien géré, mieux géré. La situation actuelle est la pire parce que c'est les passeurs qui font la loi. Et l'ensemble des systèmes de passeurs en Afrique gèrent, en faisant prendre des risques monstrueux aux gens qui foutent dans des bateaux qui coulent, un business qui leur rapporte plus que la drogue. Le business de l'immigration clandestine. Il faut ramener ça sur le terrain, de l'émigration légale, ça se négocie, ou de l'asile, ce qui est complètement différent. La question de Nicole Niezotto, mais non, je ne vois pas comment la France disant finalement on n'arrive pas à débloquer les Européens. Ils veulent vraiment rester dans leur petite bulle là. Bon. Donc on va tenter un truc, un directoire. Les Américains n'en veulent pas du tout. Il n'y a même plus aucun contenu à la relation spéciale États-Unis-Grande-Bretagne. Pourquoi ils se lanceraient dans quelque chose? Non, mais ils n'en ont pas besoin. Donc il n'y a pas d'option directoire, à mon avis. Vous me demandez, je vous réponds comme ça à chaud, sans avoir travaillé le sujet. Vous trouverez peut-être un think tank à Washington disant c'est original, c'est rigolo, mais donc. Alors. Non, mais il n'y a pas eu de réponse en 58 justement, encore moins maintenant. Donc France, Grande-Bretagne, oui, oui. Il faut garder Lancaster House. Il faut reconstruire quelque chose. Peut-être d'autres partenaires, mais on ne va pas inventer un directeur, d'autant qu'aucun président français n'assumerait la gifle totale que ça serait par rapport à tout le discours européen de la France, même s'il ne marche pas. Donc je propose un chemin plus étroit. Alors la dernière question peut-être. Vous me permettez, il va y avoir d'autres séances, de laisser la dernière question à un étudiant. Et puis je vous promets, les fois prochaines, il y aura un peu plus d'alternance avec les étudiants libres. Je suis jeune, mais malheureusement je ne suis pas étudiant, mais je ne veux pas. Mais ma question, merci. En tout cas, ma question est sur la perception de l'Europe de l'extérieur, et notamment, est-ce que vraiment à l'étranger, ou est-ce qu'on considère l'Europe, le soft power, est-ce qu'il peut vraiment être un arbitre crédible pour jouer un rôle, par exemple, dans la paix au Moyen-Orient? Comment on perçoit l'Europe? Aujourd'hui, on prend au sérieux la puissance européenne, jusqu'à quel point? Et
Voilà, merci. Avant de laisser Hubert Védrine répondre à cette dernière question, je vous signale donc que la prochaine conférence avec Gérard Haraud aura lieu lundi prochain, à la même heure, mais pas dans cet amphithéâtre, comme d'habitude à l'amphithéâtre Houry, c'est-à-dire par l'entrée rue Cusas. Hubert, je te laisse répondre à la dernière question et conclure avec encore tous nos remerciements pour cette conférence de ce soir. La question de la perception n'est pas sans importance, mais ce n'est pas la priorité d'une politique. Une politique étrangère, ce n'est pas une campagne de pub ou de communication. Mais ce n'est pas sans intérêt parce que, compte tenu du poids de l'opinion dans un nombre croissant de pays, savoir comment on est perçu, c'est utile. Mais souvent, ce n'est pas un bon indicateur en réalité. Après, la réponse est complètement différente selon les endroits. Il y a des endroits du monde où les gens se disent l'Europe, on s'en fiche. Pour l'électorat de Trump, ça compte pas, par exemple. Et même l'électorat non-Trump considèrent que la Chine, c'est un sujet sérieux, que la Russie est encore une menace. À mon avis, disproportionnée, mais dans leur tête, c'est comme ça. L'Europe, oui, c'est sympa, on va aller en vacances en Europe, mais donc c'est une perception particulière. Dans une grande partie de l'Afrique, par exemple en Afrique du Sud, où le nationalisme à l'ancienne est très puissant, ils vont dire les Européens, ils n'ont rien à faire en Afrique, on s'en fiche. Il ne faut même pas qu'ils inventent des politiques africaines plus modernes, on n'en veut pas. Vous voyez, ça va être assez puissant, ça. Pour l'Inde, c'est un monde assez lointain, qui ne compte pas beaucoup. La Chine se sert de l'Union européenne si ça sert ses intérêts ou passe à côté si elle veut faire autrement. Ils n'ont pas très peur du système européen. Il y a même des responsables chinois qui disent qu'après tout, ce que la Chine fait avec la moitié des pays, le 17+1, la moitié des pays d'Europe, c'est bon pour l'Europe, parce que comme l'Europe n'a plus d'argent, si la Chine vient aider les Grecs ou les Bulgares, c'est bien. Bon, vous voyez, c'est une vision complètement, sans aucun pathos, complètement utilitariste, direct. C'est une vision de puissance. La Russie est partagée entre le fait que les Européens sont des valets des Américains, il n'y a rien à en attendre, ou alors que peut-être quand même il y a un lien à maintenir qui peut présenter un certain intérêt. Au Proche-Orient, les Israéliens pensent que l'Europe doit se mêler de rien. Dès qu'ils disent quoi que ce soit, c'est des antisémites et tout ça. Bon. Et les Palestiniens désespérés par le fait notamment qu'aucun pays arabe les a jamais soutenus sérieusement, se raccrochent à l'idée d'européenne, mais qui est une idée complètement abstraite par rapport à ça. D'autant que pour avoir une influence utile et imposer les solutions raisonnables qui ont été esquissées plusieurs fois, il faudrait que l'Europe elle-même ait une influence gigantesque sur Washington. Oui, ça fonctionne comme ça. Bon, pour le Japon, c'est une question lointaine et abstraite. Bon. Donc, il n'y a pas de... Donc, c'est important pour les responsables européens de se préoccuper de la façon dont ils sont perçus dans des pays stratégiques pour eux et où l'opinion peut devenir anti-européenne. Vous voyez ? Et, par exemple, dans l'affaire du Sahel récente, quand les djihadistes semblent être en mesure, alors il y a des gens qui ergotent sur le truc, mais être en mesure de mettre la main sur Bamako, les responsables maliens appellent au secours. Les voisins aussi. Le Conseil de sécurité des Nations Unies aussi. Donc ce n'est pas une réponse française. Le Conseil dit qu'il faut intervenir le plus vite possible. Autour de la table, qui est-ce qui est capable? Il n'y a personne. Parce que la force d'intervention promise par l'Union africaine est toujours, depuis 15 ans, 20 ans, est toujours dans les limbes. On dit, mais la France alors? Mais ce n'est pas une demande française. Et la France peut, parce qu'elle a une armée exceptionnelle, qui bluffe même les Américains. Et d'autre part, on a gardé le système institutionnel du général de Gaulle, Dieu merci, jusqu'à maintenant. Si le président dit oui, je suis convaincu, on y va, on y va. Donc c'est la France. C'est vraiment à la demande. Alors, il y a d'une part bloquer les djihadistes, et après on retombe sur les problèmes qui existent au Mali depuis l'indépendance du Mali, qui est l'antagonisme entre les gens de Bamako et puis les Arabes ou les Touaregs du Nord. On ne peut pas résoudre ça comme ça. Bon. Après, on s'enlise. Mais quand les uns et les autres, et l'opinion publique, et les journaux, et les étudiants, dans les facs disent « la France dehors, c'est de la faute de la France », je trouve que le président Macron a eu raison de réagir comme il l'a fait. Il réunit les dirigeants et dit « vous voulez qu'on parte ou qu'on reste ?» Évidemment, ils sont terrorisés à l'idée que la France parte.
parce qu'ils savent très bien peut-être pas tous les pays, mais le nord des pays en question passe sous un contrôle djihadiste dans les 3 mois. Donc ils disent oui, on vous demande de rester. Donc le président français, c'est Macron aujourd'hui, mais d'autres pourraient être confrontés au même dilemme, disent vous voyez, j'ai eu la confirmation du fait qu'ils veulent qu'on reste. Évidemment, il y a une frange extrémiste qui ne sera jamais apaisée par ça, qui dira oui, c'est en raison des intérêts, que je sais pas quoi. Bon. Mais voilà un exemple très précis où la perception peut jouer. Dans la plupart des autres cas, il faut assumer. Hein. Par exemple, aux États-Unis, en général, il y a 1% de gens qui adorent la France, qui adorent venir rue Jacob, ou qui adorent venir dans le Luberon, qui adorent tout ça. Bon. Il y a 1% de francophobes, d'ailleurs, notamment dans la diplomatie américaine. Ça remonte à Roosevelt. Et les autres s'en fichent totalement. Totalement. Alors, si à certains moments, les 98% se mettent à aimer le président du moment ou quelque chose concernant la France ou LVMH, je ne sais pas quoi, tant mieux. Bon. S'ils basculent dans l'autre sens, ça peut devenir gênant. D'ailleurs, à la fin de la présidence de Jacques Chirac, qui a eu 100 fois raison de prendre la position qu'il avait prise sur la guerre américaine en Irak, il n'a pas réussi à les empêcher. Mais enfin bon, la prise de position était bonne. Hein. Il y avait un tel déchaînement dans pas dans les Américains du Middle West qui s'en fichent, mais les gens qui parlent, qui sont dans les signes, il y a un tel déchaînement anti-français à Washington et ailleurs qu'il a éprouvé le besoin de corriger un peu à la fin. Donc il avait eu raison à 200%. Vous voyez. Donc c'est les États-Unis, on ne peut pas complètement tourner le dos. Alors il y a la question israélienne, mais qui est un sujet en soi qui est plus compliqué. Après, il y a la question de savoir pourquoi la France est le seul pays qui n'a pas de lobby aux États-Unis, par exemple. Tout le monde a un lobby aux États-Unis. Et les gens ne sont pas gênés par le mot lobby, parce que les organisations pérorent. Ils font des bilans annuels, les grands lobbies. Ils ont empêché la nomination d'un tel qui était contre nous, on a imposé la nomination, on a gagné tant d'argent, tout ça. Bon, les lobbies roulent des mécaniques. C'est des batailles de lobby en permanence. Mais les Français sont, comme on le sait, depuis longtemps, ils sont individualistes. Beaucoup d'entre eux ne sont même pas inscrits dans les consulats. Et ils ne pèsent pas en tant qu'entité, vous voyez. Donc quand on veut défendre les intérêts américains aux États-Unis face à des campagnes absurdes ou injustes, on est obligé de chercher les sénateurs ou les représentants dans les circonscriptions desquelles il y a des intérêts français. Donc, ce sont des élus américains qui disent « Ouais, tapez pas trop sur la France parce que dans ma circonscription, c'est quand même 800 emplois français. » Bon, vous voyez, parce qu'on n'a pas les lobbies qu'utiliserait tout le monde, même des petits pays qui ont des lobbies importants. Voilà, donc la question est excellente sur la perception, mais il faut la relativiser aussi. On ne peut pas en faire le guide d'une politique. Merci beaucoup.